Commence à enregistrer. Voilà, donc je passerai à l'ouverture de ce live. Vous pouvez bien voir. Vous n'avez pas de difficulté pour voir, hein? Voilà, la semaine de la francophonie 2021 a pour thème respirer en français. Bon, rien de mieux pour respirer que la littérature. La littérature nous fait sortir un peu de notre place, de nos lieux communs. Donc le titre, Lectures et partages, textes littéraires d'écrivaines francophones. À travers ce live, nous allons aussi faire le tirage au sort à la fin d'un livre de Leila Slimani, qui je viens d'apprendre, hein, j'avoue que je ne savais pas, est la marraine de la francophonie. Donc cette autrice, comme on dit aujourd'hui, qui a publié ce livre Chansons douces. Et Lisa le tient dans la main, vous voyez. Vient d'arriver de France et elle va être tirée au sort pour un associé. Alors, notre association, quelques petits mots vraiment très brefs. Nous existons depuis 2016. Nous réunissons un public de professeurs, d'élèves, mais aussi de francophiles. Nous avons pour objectif de promouvoir des actions de diffusion de la langue française, des cultures et littératures de langue française dans l'État de Mato Grosso do Sul, autour d'actions pédagogiques, scientifiques et culturelles. Nous avons bien entendu un partenariat avec l'ambassade de France. C'est d'ailleurs l'ambassade de France qui nous a demandé de créer l'association. Ils ont un secteur de coopération éducative. Ensuite, la Fédération internationale des professeurs de français et la Fédération brésilienne. D'ailleurs, nous avons une collègue qui nous accompagne là aujourd'hui aussi, Tiziana est là aussi. Je te remercie, Tiziana, de nous rejoindre. Elle nous dira après quel est son état au Brésil, parce que j'ai oublié. Excuse-moi. Alors, nos événements, la semaine de la francophonie, la journée pédagogique et la journée d'immersion, ce sont des événements fixes. Les avantages de s'associer, donc ça c'est une invitation pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne une association. Donc, vous pouvez avoir accès à des contenus et des informations très actuelles sur le monde du FLE, sur le plan national et international et sur plusieurs plateformes aujourd'hui. Donc, nous sommes sur Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Participation dans des événements nationaux et internationaux, toujours avec des tarifs promotionnels. Nous citons très souvent le bain linguistique de l'Association des professeurs de français de São Paulo, qui, bon, avant la pandémie, ça a toujours existé. Ça s'est toujours passé au mois de mai à Campos do Jordão. Donc, c'était 2 ou 3 jours en immersion totale. Et nous-mêmes, nous avons notre journée d'immersion à l'hôtel Novotel. Mais bon, nous n'avons plus pu la faire depuis la pandémie. Bon, être associé signifie aussi avoir des réductions, des avantages, par exemple, dans des établissements qui acceptent notre carte, mais en général, elle est bien acceptée, dans des cinémas, des librairies, un spectacle et tout ça. Vous pouvez toujours essayer d'utiliser votre carte. Nous avons donc, comme j'ai dit, la communication à travers la messagerie, Facebook, Instagram et YouTube. Et nous sommes aussi sur la page de la fédération. Alors, cette journée, comme je disais, elle s'intitule « Respirer en français ». La francophonie est un terme qui a été créé. La francophonie est un phénomène d'une réalité. Des gens qui parlent français, ça a toujours existé, mais ça toujours non, mais ça existe depuis très longtemps. Mais le mot, le concept date de la fin du 19e siècle. Et voici quelques chiffres, les chiffres les plus récents de l'Organisation internationale de la francophonie sont de 2018. Donc, 300 millions de personnes se communiquent en français. 235 millions de personnes utilisent le français dans l'usage quotidien. Et tout ça sur les 5 continents, étant donc la 5e langue la plus parlée au monde. Donc, le protagonisme du français a toujours existé, nous savons, et n'a pas
n'a pas perdu de son importance. Les missions de la francophonie sont de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, soutenir l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, quelques mots force, quelques idées forces, et puis donc la composition actuelle de notre bureau. D'accord, donc nous sommes presque tous là. Aloïse est là, le vice-président. Élise, secrétaire. Luciane, deuxième secrétaire. Ana, tesoureira. Elisa et Ana, on est là depuis 2016. On est résistante. Et Isaura, malheureusement, n'a pas pu être avec nous. Voilà. Nous tenons à remercier spécialement Céline Diaz de Oliveira, qui a été la personne responsable pour l'achat et l'envoi du livre que Elisa tient dans la main. Voilà, merci. Un grand merci, Céline. Vous êtes là? Oui, je suis là. Merci. Ah là voilà, Céline. Oui, Merci. merci. Merci beaucoup, Céline. C'était vraiment très gentil. De rien. Avec plaisir. Muito obrigada. Voilà, et le Núcleo de Ensino de Línguas da UEMS qui nous a aidés avec la partie visuelle, hein, la arte, hein, comme on dit. D'accord? Bon, voilà. Sur ce, je passe la parole à Elisa qui va contextualiser ce live. Elle va expliquer un peu tous les motifs. Et ensuite, nous allons commencer effectivement donner la parole aux conférencières. Merci beaucoup. Ok. Bonjour à tous et bonsoir pour ceux qui habitent en France et en Suisse. Voilà. Donc, je suis une des secrétaires de l'APFEMS, comme Aline vient de le dire. Et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que l'APFEMS vous présente cet événement écrivaine francophone. Donc, cette idée a surgi suite à une conversation avec notre chère associée Cristina Casadei Pietraroya, qui est professeure et docteur à la USP, donc Université de São Paulo. Elle nous a fait part d'un cours intitulé « Lecture de textes littéraires contemporains, écrivaine francophone ». Ce cours a été offert en ligne au cours du deuxième semestre de 2020 par le service de culture et extension de la faculté de lettres de l'Université de São Paulo, que l'on nomme la FEFELESH, c'est ça? Donc, ce cours a été réalisé sous forme de cercle de lecture, au cours duquel les présentatrices, qui sont présentes aujourd'hui, elles ont présenté un panorama d'œuvres contemporaines d'écrivaines francophones en faisant la médiation des lectures et la discussion de plusieurs textes de ces œuvres. Alors, c'est un honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui Ana-Amélia Coelho Paz, qui a fait des études sur l'écriture autobiographique lors de son master en lettres réalisé à l'Université de São Paulo. Et elle vit aujourd'hui en Suisse, où elle travaille dans le domaine de l'intégration et l'immigration. Nous avons aussi Laetitia May, qui est docteur en lettres à l'Université de São Paulo. Et elle se dédie aujourd'hui à la recherche et à la traduction de la poésie russe, et aussi d'auteurs russes et français. Nous avons aussi Lucilia Teixeira, en français je pense qu'on dit Teixeira. Elle est docteure en lettres dans le domaine des études linguistiques, littéraires et traductologiques en français à l'Université de São Paulo. Et elle se dédie à plusieurs domaines, dont l'enseignement du français langue étrangère, la lecture en langue étrangère, la lecture en littéraire, la lecture francophone, beaucoup de lectures. Et Michelle Almeida, qui est historienne et étudiante en master en lettres à l'Université de São Paulo. Et elle s'intéresse aux relations entre la langue, la littérature et l'histoire. Et elle fait aujourd'hui des recherches sur l'œuvre de l'écrivaine Assia Djedbar.
Donc, avant même de leur passer la parole, je tiens à rappeler qu'à la fin de ce live, nous procéderons au tirage au sort, donc du livre Chanson douce de Leila Slimani, qui a gagné le prix Goncourt en 2016. Et pour ceux qui ne le savent pas, le prix Goncourt est un prix littéraire français qui est considéré comme l'expression française et il a été créé par monsieur Edmond de Goncourt. Et c'est un des plus anciens et des plus prestigieux prix littéraires français. Donc, c'est un concours très, très reconnu en France. Voilà. Donc, je passe la parole à Anne-Amélia. Alors, bonsoir, bonjour tout le monde. Je suis très, très ravie d'être ici avec vous aujourd'hui dans cette journée internationale de la francophonie. Et comme on vous a déjà dit, j'habite en Suisse, mais pas dans la région francophone, j'habite dans la région allemande. Ça veut dire que je ne parle pas français tous les jours et ça c'est aussi un plaisir pour moi d'être ici avec vous et de parler de cette expérience qu'on a eue ensemble, Lucilia, Laetitia, Michel et moi, sous la coordination de Cristina Casadei. Important, je trouve, de dire que bon, cette expérience a duré 5 mois, 6 mois environ. Si on commence à penser déjà aux premières idées jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière rencontre. Et ici, aujourd'hui, on a un temps très limité pour pouvoir vous raconter. On s'est déjà réunis, nous 4, et on a fait, je pense, minimum 2 heures de réunion. On a eu beaucoup de choses on a listé beaucoup de choses à vous dire. Mais on voudrait faire une proposition à vous, une petite chose on voudrait vous proposer, que vous pourriez écrire, je vous donne 1 minute maintenant pour écrire sur le chat, sur Bate-Papo, ici, des questions ou des mots-clés que vous avez, des idées, des attentes. Si vous avez déjà maintenant quelques idées, vous pouvez déjà le mettre sur le chat. Comme ça, nous 4, nous pouvons nous organiser et répondre ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous donne 1 minute environ, ou 30 secondes. Ça dépend de la rapidité que vous avez. Vous pouvez écrire sur le chat et on regarde, mais de toute façon, je commence déjà à raconter notre parcours. Est-ce que c'est bon pour tous? Pour tout le monde? D'accord. Bon, moi, je suis déjà aussi, ça c'est une chose que c'est important aussi de mentionner, je travaille bien sûr dans le métier d'intégration et migration, mais parmi d'autres projets, je suis aussi médiatrice du groupe Leia Mulheres. C'est un groupe brésilien pour la lecture d'œuvres écrites par des femmes. C'est un groupe qui existe aussi au Brésil, dans plusieurs villes, dans plusieurs régions brésiliennes. Et moi et d'autres deux collègues, nous sommes des médiatrices ici en Suisse. Alors, ça veut dire que j'ai déjà cette expérience régulière de lecture en groupe. Et pendant un dialogue avec Lucilia, elle a commencé à me demander « Ah, est-ce que tu as des idées ou des autrices ou des livres, des titres en français d'œuvres contemporaines ?» On a commencé à faire cette recherche et à constituer avec Laetitia et Michel, nous 4, à faire cette structure du cours. Et étant donné que nous sommes 4, chacune a pris 3 personnes, 3 livres. On a eu quelques critères. Le premier critère, c'était la date de publication de ces œuvres. On n'a pris que des livres qui ont été publiés dans ce siècle, dans le 21e siècle. Le livre le plus ancien, c'est date de 2002. Et aussi, bien sûr, c'était des œuvres écrites par des femmes. À part ça, on a aussi
eu le critère géographique. On n'a pas voulu choisir seulement des écrivaines ou des œuvres que de l'Europe ou que des Antilles ou que du Québec, mais on a vraiment regardé notre map monde et on a décidé, bien sûr, de prendre une écrivaine de l'Asie, une écrivaine, bien sûr, aussi du Québec. Et, Michel, est-ce que tu pourrais peut-être commencer avec la présentation? C'est bien peut-être, oui, déjà, de faire voir. Ici, on a fait, Michel, elle est très, très douée pour le travail graphique. Et elle a fait vraiment cette image avec toutes les photos de nos écrivaines. Et ici, c'était notre publication pour faire de la publicité pour notre cours. Et si tu pourrais aussi passer peut-être pour le... Oui, voilà. Et ici, on peut voir les dates. On a commencé en septembre et notre dernière rencontre a été en décembre, déjà presque à la fin de l'année. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah, bien sûr, on a eu, j'ai déjà dit, 3 livres par médiatrice. Cristina Casadei a fait la médiation du dernier livre. Ça veut dire qu'on a eu 13 rencontres. Et on a décidé aussi de faire des cycles. Moi, je commençais toujours un cycle. Et moi, je commence aujourd'hui à parler. Et après, on avait un cours qui était sous la coordination de Lucilia, après de Micheli et après Laetitia. Et c'était comme ça qu'on faisait. On faisait en suivant le même ordre. Je regarde ici le chat, il n'y a aucune question. Et je passe maintenant la parole à Laetitia. Et si toujours vous avez des questions, si ça vous arrive quelque chose, je pense que c'est très intéressant déjà de la poser. Comme ça, on peut vraiment profiter du temps et répondre à vos questions. Alors, je passe la parole à Laetitia. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci, Anna. Donc, d'abord, je voudrais remercier à l'invitation de l'association. Je voudrais remercier toujours la générosité qui fait réputation de Christine, qui est plus qu'une professeure, toujours une amie. Et à mes collègues qui m'ont beaucoup appris pendant ce 4, 5, 6 mois. Alors, je voudrais commencer. Peut-être, Michel, si tu peux arrêter un peu le partage. Oui. Alors, je vais parler un petit peu de la méthodologie qui a basé notre travail, bien que cette méthodologie se soit développée au fur et à mesure. Et ça a été vraiment une expérience très intéressante parce qu'on a beaucoup appris au long du semestre. Mais on avait des critères de base, on avait des démarches de base. Alors, avant, je voudrais partager avec vous. Je vais essayer ici, je pense que ça va marcher. Une toute petite minute. La carte. Vous voyez? Oui. Alors, ça c'est la carte. On n'a pas fait au tout début, on a fait après. Mais c'est un outil qu'on a beaucoup utilisé. C'est le Padlet, je ne sais pas très bien comment dire. Et ça illustre bien, je pense, la diversité de départ géographique de ces écrivaines. Et les élèves, au long du semestre, ont pu accéder à cette carte, cliquer et regarder un peu les informations de l'origine de l'écrivaine, l'œuvre étudiée, noter et écrire des mots, par exemple, ou de petits extraits, des commentaires à propos de l'œuvre.
Et voilà, donc je pense que le document de base qu'on a hérité un peu du travail déjà très expérimenté de Lucilia sur la coordination de Krishna, Lucilia a déjà animé plusieurs cours de lecture avant. D'ailleurs, sur le Goncourt, c'était l'utilisation, l'emploi des dossiers. Donc, ces dossiers, ils ont aussi changé pendant le semestre, mais il y avait un travail de base. Je ne sais pas si Michel a le dossier pour partager, sinon je peux l'ouvrir ici. Tu as quelques dossiers déjà ouverts? Ça, c'est un exemple. Ça organisait un peu les séances. Les dossiers étaient fournis le jour même, au moment étaient partagés au moment de la rencontre et diffusés juste après. Les lectures, elles étaient proposées une semaine d'avance. Donc là, on avait toujours le chronogramme, le calendrier, les références, comme on sait, tous les dossiers. Et je peux passer. Voilà. Et ces dossiers, ils ont changé, comme j'ai dit. Et ça a été une expérience très riche parce qu'on a travaillé d'abord avec les couvertures. Ça, c'était un document déclencheur de base très important qui nous a guidés au long des mois. Donc, parfois dans les dossiers, parfois sur la Padlet, pour déclencher la discussion. Donc, on montrait les différentes éditions, plusieurs langues, et quelles étaient les constructions des sens. On lançait ce débat aux élèves d'après la lecture des extraits partagés une semaine avant. Qu'est-ce que ces couvertures leur proposaient? Donc, ça commençait déjà une discussion intéressante. Et après, on a beaucoup expérimenté au niveau du dossier, mais il y avait des entretiens, parfois des extraits différents de ceux qui avaient été distribués la semaine précédente, on travaille sur les exergues, des relations historiques, enfin, mini-bio. C'était c'était un matériel qui allait animer la discussion. Tu peux arrêter, je vais partager une autre chose. Merci, Michel. Alors, le dossier était le document de base. Par rapport aux extraits, comme ils étaient distribués une semaine avant, sauf une fois, on a eu une expérience, j'ai essayé de distribuer les extraits le jour même, donc on a lu tous ensemble, mais généralement, on les distribuait avant. Ce n'était pas obligatoire de tout lire. On sait, la vie très pressée, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à lire, qui n'arrivaient pas à tout lire, mais ça n'a pas nui à la participation. Ça a été très intéressant parce que quand même, les gens arrivaient à apporter des commentaires très intéressants. Et du point de vue du choix des extraits aussi, on a eu une variété énorme. Parfois, on a essayé de choisir le début du livre, parfois des extraits éparpillés, parfois la fin. Et les réactions ont été très intéressantes aussi venant des élèves. Au tout début, on n'utilisait pas beaucoup, si je ne me trompe pas, on n'utilisait pas beaucoup des outils technologiques. Mais on s'est senti très à l'aise après pour expérimenter. Donc, cette ambiance virtuelle étant le milieu idéal pour le faire. Donc, on a commencé à utiliser Nuage des mots, Padlet aussi beaucoup. Le Padlet est devenu un outil obligatoire presque, Mentimeter et d'autres outils pour faire l'enquête, pour augmenter ce niveau d'interaction. Et on a fait attention aussi pour varier le matériel qui intégrait le dossier, en apportant toutes les relations possibles avec le cinéma, parfois une bande-annonce d'une adaptation, parfois des chansons qui étaient citées dans l'œuvre, etc. Du point de vue de l'interaction entre nous, les quatre, et les élèves,
Alors, on a beaucoup exploité les possibilités d'interaction. Parfois, c'est difficile, même moi-même, j'ai des problèmes parfois avec la technologie. Mais on s'est beaucoup aidé et ça a été très intéressant parce qu'on avait même presque une télépathie. Une personne s'occupait du chat, une autre personne s'occupait de la liste de présence, une autre personne de la diffusion de diaporamas. Enfin, donc c'était vraiment une chorégraphie qui a bien marché. On a beaucoup utilisé aussi le breakout rooms de Zoom comme un moyen de stimuler les élèves à mieux partager les impressions parce que quand on est comme ça, tout le monde est là, aplati. Il y avait des gens qui éteignaient la caméra, qui ne voulaient pas partager, il y avait la timidité. Donc avec le breakout rooms, on a remarqué avec des petits groupes, les gens se sentaient plus à l'aise pour se manifester. D'ailleurs, du point de vue de la langue, on a laissé tout le monde très tranquille pour partager en portugais ou en français si c'était le cas, parce que en fait, ce n'était pas un cours de langue, c'était un cours de lecture et le plus important, c'était le partage de ces lectures. La lecture toujours en français, mais le partage dans la langue où l'élève se sentait le plus à l'aise. Pour les moments asynchrones, on avait un groupe sur WhatsApp pour partager des informations associées à l'autrice de la semaine. Enfin, ça a été aussi un outil pour appuyer cette interaction. Je pense que j'ai dit les lignes générales de la méthodologie. Peut-être je reviendrai un peu plus tard, mais je passe la parole à Michel et Lucille qui vont parler un peu des thèmes qui ont émergé de ces rencontres et les déploiements de tout ça. Merci Laetitia. Avant de commencer, je voudrais seulement partager des autres Padlet qu'on a utilisés pendant les cours parce que c'est un outil très intéressant parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc, je vais partager d'autres seulement pour vous montrer. Attends. Voilà. Ici, c'est une possibilité de raconter les contextes du livre, les livres, l'histoire de la femme cannibale. Donc, l'histoire s'y passe dans l'Afrique du Sud. Donc, les Padlet donnent la possibilité de raconter un peu des relations entre l'histoire chronologique, l'histoire et l'histoire du livre. Donc, c'est intéressant. Ici, c'est les Padlet qu'on a utilisés pour parler pour les activités sur les livres de Virginie Despentes. Donc, c'est intéressant qu'on peut mettre beaucoup des choses et après, les élèves, les participants peuvent regarder à la maison parce que pendant les moments de cours, on n'a pas beaucoup de temps pour utiliser tout ça. Donc, c'est un outil intéressant pour continuer la discussion. Et ici, c'est un Padlet qui a fait pour la séance sur Nancy Hilston. Et l'intéressant, c'est la participation des gens. Ici, on a la participation de beaucoup de gens pour parler des impressions des lectures. Et ici, on peut voir qu'il y a des gens qui se sentent plus à l'aise pour écrire en portugais, des autres en français, mais c'est toujours le plus important, c'est le partage. Voilà, c'est ça. Et je vais partager ici. Si tu veux dire quelque chose, Lucilia, par rapport aux outils. Oui, c'est ça. Pendant le rencontre, plusieurs thèmes ont surgi par les lectures, des différentes lectures, de différents points de vue. Et pour nous aussi a été une grande surprise. Et ça a été très, très riche, une expérience très, très riche, aussi par la participation de lecteurs.
Ça a été très, très bien. Et on peut voir un petit peu, parce que les panoramas qu'on a présentés a été vraiment une nouveauté pour plusieurs des participants. Ça a été très, très bien de connaître, de faire cette connaissance des écrivaines, des thèmes qu'elles, qui suscitent leurs livres, leurs écrits. Il y a eu beaucoup de thèmes différents. Et bon, on peut passer, Oui. on peut Je faire vais un panorama. montrer les écrivaines, oui, pour montrer tous les écrivaines qui ont a travaillé pendant les cours. Alors, on a commencé avec Agatha Christophe, qui est une écrivaine, qui était une écrivaine de Hongrie et qui était réfugiée en Suisse. On a travaillé les livres L'analphabète. Et ça a été un livre très intéressant pour commencer des discussions parce qu'elle parle des relations entre la langue maternelle et la langue d'accueil, donc des difficultés pour un réfugié pour commencer une langue étrangère. Et d'ailleurs, Anna Ah, Amélie a beaucoup travaillé avec ce livre. Pas Anna. Oui, voilà, ça c'est la chose qui est très intéressante pour moi. Moi, je connaissais, c'était la première œuvre que j'ai lue d'Agatha Christophe. Après, j'ai lu presque tous les romans parce que j'étais vraiment passionnée. Je suis encore passionnée de cette écrivaine. Et moi, étant donné que j'habite dans la partie allemande, j'ai aussi acheté la traduction vers l'allemand. Et je travaille aussi avec la traduction en allemand de cette écrivaine avec des femmes migrantes parce que comme cette autobiographie, elle raconte vraiment ce passage de la terre, du pays où elle est née à un pays d'accueil et toute cette difficulté pour apprendre, pour être à l'aise dans cette langue qui pourrait être une langue ennemie. Ça, c'est très intéressant dans le livre. Ça c'est aussi, c'est très similaire à l'expérience de beaucoup d'autres personnes qui sont dans cette situation de réfugiés aussi de nos jours. Hein, parce qu'Agatha Christophe, elle s'est réfugiée en 1956 et par des motifs politiques comme aujourd'hui. Et c'est une œuvre qui est encore actuelle et que moi, je lis encore, même après notre cours. Ça s'est beaucoup s'est passé, ça, non? Il y a beaucoup des cas, de participants qui nous racontent après, qui nous avons raconté, ah, je lis tous les livres, je commençais une recherche sur une écrivaine, sur un thème actuel, sur une écrivaine francophone contemporaine. Oui, ça a été très, très bien. Et aussi pour beaucoup de personnes, c'était aussi un sentiment très positif de pouvoir lire une œuvre en français qui n'est pas de français facile. Comme œuvre de départ, l'analphabète, c'est très bien parce que Agatha Christophe, elle écrit d'une manière très simple. C'était un bon point de départ, mais pour beaucoup d'autres livres, c'était aussi un sentiment de réussite. Moi, je suis capable de lire un livre ou un extrait d'un livre, de comprendre, de pouvoir discuter, apporter aussi mes opinions. Ça, c'était très, très bon. ok, alors après, attends. Pardon. Voilà, après, on a lu Mariam Madjiji, qui Lucilla a fait la préparation du dossier. Et on a travaillé ses livres, Marx et la poupée. Oui, c'est une Tu veux dire quelque chose? écrivaine, oui, c'est une écrivaine d'origine iranienne qui est venue en France. Elle était en France aussi à cause de l'exil politique, très très jeune, avec l'âge de 6 ans. Alors, les livres parlent beaucoup aussi de cette question d'identité. Est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est
comme elle est vue par les gens en France, comme elle est vue par les gens en Iran. Ça a été et c'est le premier roman de Mariam Majidi qui a aussi, elle a reçu le prix Goncourt du premier roman. Et ça a été, ça a généré beaucoup de débats intéressants aussi. Oui. Et après, Assia Djebar, qui a été l'écrivaine qui je travaillais. Et c'est intéressant qu'après les cours, j'ai décidé d'étudier ces romans dans mon master parce qu'avant, j'avais l'intention d'étudier un autre. Donc, c'est une chose très intéressante qui s'est passée avec moi, que j'ai pensé, bon, je veux travailler avec cette œuvre parce qu'elle est très forte pour comprendre l'importance de donner la voix aux femmes. Donc, c'est un livre qui parle un peu de ça, de donner la place aux femmes pour raconter l'histoire. Et après, Kim Thuy, qui c'est une écrivaine de Vietnam, et c'est Laetitia qui a travaillé, qui a conduit les rencontres. Je ne sais pas si elle veut parler quelque chose de l'écrivaine. Oui, ça a été une découverte pour moi aussi. J'avais déjà entendu parler de Kim Thuy, mais je n'avais pas lu. Donc, au moment de commencer à faire la sélection des écrivaines, elle m'est venue à l'esprit. Elle a une écriture aussi très intéressante, surtout dans ce roman, parce que ce sont des chapitres assez courts. Et il y a une vision un peu différente parce qu'au départ, on avait travaillé des femmes qui étaient, comment je peux dire, qui étaient réfugiées, qui avaient dû sortir de leur pays natal. Il y avait un sentiment de langues ennemies et tout ça, un combat, disons, contre la langue, une question d'identité même. Et avec Kim Thuy, c'est un peu différent parce que elle est d'un groupe qui s'appelle Boat People, qui est parti du Vietnam pendant le coup d'État des communistes et a émigré au Québec. Et c'est un roman qui mélange des scènes très, très fortes, très dures, mais d'une manière très poétique, parfois très succincte, d'une manière très suggérée, mais sans perdre la force. Et c'est aussi un grand merci à ce pays d'accueil. Donc, c'est une vision d'une femme qui a dû sortir de son pays, mais le sentiment a été un peu différent par rapport à le pays d'accueil. Et la traduction, Laetitia, tu peux dire? Ah oui, je vais le traduire. Je ne sais pas très bien quand je vais remettre la traduction, mais cette année, c'est prévu pour cette année en portugais. C'est très bien. Et après, attends, voilà. Et on a commencé un nouveau cycle, comme on a dit. Oui, voilà. Et c'était avec la tresse c'était, si je ne me trompe pas, la première écrivaine qu'on peut dire française de France. Et il ne s'agit pas d'un texte autobiographique comme les autres, ou qui était plus lié à cette origine ou à la migration à l'exil. Et c'est un best-seller, La Tresse. C'est un livre ici, je pense en janvier ou décembre. Ce livre a été lancé aussi en portugais au Brésil. C'est un livre qui se vend beaucoup et c'était aussi très, très polémique de pouvoir discuter aussi autour d'un texte qui a été écrit pour le grand public, si on peut dire comme ça, un best-seller. Comment on peut, en tant que chercheuse, en tant qu'étudiant, en tant que personne qui ont accès aux écritures canoniques, comme on peut dire, de la littérature, comment on va accueillir un texte qui est fait pour vendre. Ça, c'était vraiment très, très intéressant d'observer. Oui, après on a Natacha, oui. Natacha Pana. Et Natacha Pana, qui est des îles Maurice, alors une petite île au l'océan Indien,
Oui, c'est à côté. Bon, et elle a écrit ce livre qui c'est magnifique, Le ciel par-dessus le toit, qui a reçu quelques prix Goncourt, choix Goncourt de plusieurs pays, et qui parle justement, c'est une histoire dans l'enfermement. Et alors, elle a suscité beaucoup d'émotions. C'est très poétique aussi, son écriture. Et, les lire, même des extraits de ces livres-là, a été vraiment important au niveau de la discussion, de ce qu'on sentait, aussi qu'on sent, et à cause de la pandémie. Aussi, ça a été un très, très beau livre. Oui. Et après, on a Scholastique Mukasonga. Dans ces cas, c'est un livre autobiographique qu'elle raconte l'histoire du génocide à Rwanda. Et c'est l'histoire de sa mère qu'elle n'a elle n'a pu la possibilité de donner une sépulture à sa famille, à sa mère et beaucoup de gens de sa famille qui a été tués pendant les génocides. Donc, on a beaucoup parlé du pouvoir de la littérature, de remplacer un peu cette idée de sépulture, parce qu'elle dit que son écriture, c'était un peu comme ça, c'était la possibilité de donner une sépulture à la famille qui a été tuée pendant les génocides. C'est une écrivaine qui commence à être très traduite ici au Brésil. Si je ne me trompe pas, il y a 4 ou 5 romans qui sont déjà traduits au portugais. Et à la fin de 2020, Lucília et des autres chercheuses, on a fait une interview avec l'écrivaine. Si vous avez l'intérêt, après on peut partager les liens. J'ai oublié la revue qui... C'est Manuscritica. La revue Manuscritica, il y a une interview qui Lucília et des autres chercheuses a fait avec Scholastique quand elle était au Brésil en 2019. Oui, c'était à la fin de 2019. D'accord. On a eu la chance de la rencontrer avant tout ça. Et après, c'est le livre d'Adéline Dieudonné, La vraie vie. Si je ne me trompe pas, Laetitia va traduire aussi. J'ai déjà commencé. Celui-ci, c'est pour ce semestre. Oui, c'est un autre best-seller. Elle a vendu plus de 1000 copies, je pense, partout dans le monde, en français. Elle a déjà été traduite en 25 langues, quelque chose comme ça. Elle a aussi remporté le prix Choix Goncourt, je pense, en Belgique, en Italie, etc. Donc, c'est un livre qui a fait polémique et je comptais sur ça parce que c'est un livre raconté par une adolescente. L'intérêt de ce livre, à mon avis, c'est qu'il aborde la question de la violence domestique, mais sous le regard d'une fille de 12, 13, 14 jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, il y a aussi la poésie, la beauté de la découverte de la féminité, de la vie et tout ça, même dans une maison plongée dans la violence, un père complètement fou. Mais c'est un livre qui a de très beaux passages aussi à propos de ces moments-là de découverte. Mais ça a fait polémique, si vous vous souvenez, parce qu'il y a des scènes de violence vraiment très, très explicites. C'est dur. Et après, on commence les derniers cycles des rencontres. Donc, on a commencé avec Nancy Hilston, l'espèce fabulatrice. Je ne sais pas si Anna veut dire quelque chose sur ces livres. Oui, voilà, c'était on a lu un essai, et vraiment c'est l'espèce fabulatrice. Tous les autres livres, ce sont des romans ou des récits, des courts récits. Et c'était très intéressant en ce moment-là d'avoir ce petit texte qui est né aussi dans un cercle de lecture. Nancy Houston, elle était dans un cercle de lecture dans une maison d'arrêt.
avec des prisonnières, des femmes à Paris. Et une femme lui a posé une question, pourquoi est-ce que nous racontons des histoires? Si la vraie vie, et c'était très intéressant d'avoir le livre qui s'appelle La vraie vie avant, si la vraie vie est déjà incroyable, alors pourquoi racontons-nous des histoires? Pourquoi avons-nous la fiction dans notre vie? Et c'était un moment très intéressant parce qu'on pouvait déjà faire des liens avec les œuvres qu'on a lues, soit les fictions, soit les textes autobiographiques. Et c'était aussi, comme Michel a montré, on a eu aussi l'exercice d'écrire pendant la rencontre. On a eu quelques minutes qu'on était tout seul, chacun dans un breakout room. C'était pas des breakout rooms avec d'autres personnes pour parler, mais pour être concentré et écrire quelque chose de petit, d'essayer de répondre aussi à cette question. Très bien. Après, pardon, Virginie Despentes. Et c'était moi qui été responsable pour conduire, essayer de mener cette rencontre. Virginie Despentes, c'est aussi une autre écrivaine française. Elle est très connue, elle a tout un genre, une écriture aussi plutôt, on peut dire, underground, oui, parce qu'elle mélange de nouveau des langages, il y a beaucoup de mots d'argot, c'est un autre genre complètement différent. Et dans ces livres-là, le personnage principal n'est pas une femme, parce qu'elle a d'autres livres. Le personnage principal, c'est une femme, ou même autobiographique. Virginie Despentes a été violée. Elle a une histoire très intéressante, très dure aussi. Mais dans ces livres-là, c'est une fiction et elle a un homme comme personnage principal. Ça a été bien aussi de voir aussi d'autres points de vue et une critique sociale très très forte au monde capitaliste. Et il y a eu aussi beaucoup d'interactions avec d'autres médias, parce qu'il y a une série sur adaptée du livre, Vernon Simtex. Je crois que c'est France 2, je ne me rappelle plus le nom de la chaîne de cette série, mais il y a la bande dessinée, il y a des playlists sur Spotify avec les chansons, parce qu'il y a plusieurs chansons, puisque le personnage était un disqueur. Et on a travaillé un peu avec la bande dessinée pendant. Oui, il y a la bande dessinée aussi, elle a aussi l'autrice de la bande dessinée, elle a participé aussi de la publication de la bande dessinée. Alors, c'est un roman très, très intéressant, moi j'aime beaucoup. C'est le premier, c'est une trilogie, mais on a beaucoup discuté aussi lors de la rencontre. Ça a été très bien aussi de lire une partie, un extrait, et voir comment cet extrait a été adapté à la série, écouter des chansons et aussi l'audiobook. Et alors, il y a plusieurs possibilités de travailler avec les textes et plusieurs d'autres. Et là. Ok, après on a lu l'histoire de la femme cannibale de Marie Scondé, c'est une autrice du Guadeloupe. C'est un livre de la question de la narration interraciale. Donc on a parlé beaucoup du racisme et de la condition de la femme dans cette situation. Et après, c'est Leila Slimani, c'est le livre qui sera aujourd'hui, quelqu'un va gagner ce livre à la fin de cette live. Pendant le tirage au sort bientôt. Et dans cette édition de la fête de la francophonie, donc elle est la marraine de cette édition. Et il y aura une masterclass avec elle dans la chaîne YouTube de la France Culture avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Et elle va parler un peu de son métier d'écrivaine. Donc, je trouve que c'est très intéressant pour ceux qui veulent
apprendre un peu de son histoire, de sa façon d'écrire. C'est mardi. Je pense que j'ai envoyé les liens Le chat aussi? dans les chats. D'accord. Et je ne sais pas si Laetitia veut dire quelque chose sur Leila. Un petit mot, donc elle est une écrivaine franco-marocaine très importante dans le monde de la francophonie, comme Michel a déjà dit. Le livre a fait polémique aussi, parce qu'il commence déjà par la violence, mais au contraire de la démarche employée avec Adeline. Adeline, on avait décidé de présenter les extraits le jour même de la rencontre, donc je pense que ça a été un peu plus choquant. En ce qui concerne Lila, on les a distribués comme d'habitude en avance. Mais de toute façon, le livre, pour ceux qui l'ont déjà lu, je ne vais rien dire, mais le livre commence déjà d'une manière très forte. Et on a discuté, on a eu des déploiements intéressants au niveau de différences sociales, aux inégalités en France entre les femmes qui travaillent. Enfin, ça a été la discussion, un peu le ton de la discussion. Et on a fini avec un Godard, le livre Une chance folle. Et les cours, c'était Christina Casadei qui a donné pour finir les rencontres. Je ne sais pas si Christina veut dire quelque chose sur la participation. C'est juste que j'ai choisi cette écrivaine parce que c'est grâce à Lucille que je l'ai connue. Mais je l'ai connue d'abord comme prof à Paris 3, prof de didactique du FLE et surtout de la littérature dans l'enseignement du FLE. Elle a un excellent livre. Récemment, elle m'a dit qu'elle tenait à remercier beaucoup Francine Sucurel dans sa vie. Et Aline a beaucoup de contacts avec, j'imagine, avec Francine Sucurel et Sophie Moirand, si je ne me trompe pas. Enfin, ça ferme un peu. C'était une écrivaine qui travaille sur l'étranger, sur l'apprentissage du FLE pour des étrangers et avec beaucoup d'ateliers d'écriture. Voilà. C'est tout. Il y a encore des choses à dire. Les filles ont encore des choses à dire. Mais voilà pourquoi le choix de cette écrivaine. Alors, mais en fait, on finit avec la présentation pour l'instant parce que je pense qu'il y a des questions sur les chats qui on peut peut-être répondre. Mais je voudrais seulement laisser nos contacts. Si vous voulez nous envoyer des mails, ici, c'est les contacts. Et voilà, je vais interrompre les partages. Je pense qu'il y a une question ici intéressante à propos du critère des choix des participants. Donc, quelqu'un a demandé à propos du niveau. Oui, on avait établi un niveau minimum. C'était B1 ou B2? Aidez-moi. Je crois qu'on a B2. B2. Finalement, c'était B2. Donc, pour la lecture, c'est-à-dire parfois on a une compétence B2 en compréhension écrite, mais moins élevée en production orale, et ok, ça va. Et c'était d'abord, il y avait plus de place pour les élèves de l'USP. Il y avait quelques places pour les élèves extérieurs. Et aussi, c'est important de dire combien de personnes, parce qu'on ne voulait pas avoir un très gros groupe et transformer ce cours en un cours. On voudrait que tout le monde parle, que tout le monde ait du temps pour raconter les expériences de lecture, pour échanger des opinions. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir combien 30, maintenant pour 30. le nom 30. Je crois qu'on a dit 30 parce que le cours en ligne a une très grande recherche. Tout le monde veut faire parce que c'est en ligne.
Les cours a été gratuits aussi. Alors, c'est vraiment la folie au moment des inscriptions. Et bon, finalement, on a eu 30 inscrits. Et à la fin, on a suivi avec 20, 15, 15. oui, à la moitié. Mais ça a été très bien. À la fin, c'était très bien parce que tout le monde a pu participer. On a équilibré aussi Le temps de parole, le non? temps de parole parce que parfois, on est très motivé à parler d'un thème, mais il y a beaucoup de débats et les participants ont eu la liberté de choisir la langue. Si quelques-uns étaient plus à l'aise en français, d'autres en portugais. Ça a été comme ça. Et on leur a proposé un questionnaire, n'est-ce pas, à la fin pour une évaluation du travail en général, pour les impressions, pour l'expression en général. C'était un espace de réflexion après la fin du cours pour qu'ils puissent réfléchir à cette expérience. Ça a été aussi un matériel, c'est encore un matériel très riche pour nous. C'est vrai. Au début, on a fait aussi un questionnaire pour demander, pour savoir quelles écrivaines proposaient, ils connaissaient ou s'ils connaissaient d'autres. Et vraiment, il y avait très, très peu non, d'écrivaines déjà connues. Alors, les cours a aussi ouvert un panorama. Je peux poser une question oralement? Oui. Le mois de mars, c'est le mois de la femme aussi. Donc, c'est la francophonie et la femme, hein, pas seulement au Brésil, internationalement. Et ça tombe bien, donc écrivaine francophone. Mais pourquoi les écrivaines seulement? Est-ce que vous avez... C'était par hasard ou vous avez choisi les femmes parce que... Pourquoi? Je peux commencer, Lucille peut continuer peut-être. Lucille surtout avait déjà eu des expériences au niveau du Goncourt et là il y avait la variété. Et je pense que c'est Lucille même qui s'est rendu compte, suite aux commentaires des élèves aussi, où sont les Ouais. femmes? Parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Donc c'est Lucille qui a eu C'est l'idée. vrai. Et donc c'est pour donner la voix aux femmes vraiment en cours exclusif. Pour travailler les questions qui émergent de cette écriture. Oui, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on ne lit pas des femmes, on lit très peu de femmes, est-ce qu'on n'a pas d'espace? Alors on va ouvrir un espace aussi pour pouvoir les connaître, les discuter. Anna Mail aussi travaille déjà avec la lecture des femmes, Leia Mulheres. Voilà. Et oui, Ouais. c'est une question aussi de visibilité, de vraiment de connaître, parce que si on fait une liste ou si on regarde notre bibliothèque chez nous ou les bibliothèques en général, on va voir que les femmes écrivaines, elles sont encore en minorité. Et c'était intéressant aussi de discuter de tout ça aussi pendant les rencontres. Ici, il y a aussi une question, peut-être c'est pour moi, parce que Lucília falou que é diferente pesquisar e analisar um livro feito para vender. C'était à propos peut-être de la tresse. Ah ouais, c'était toi. C'était ça mon idée. L'idée, vraiment, tout d'abord, c'était que, bon, j'avais déjà, avant de commencer le cours, j'avais déjà dit à Lucília, voilà, même ici en Suisse, en langue allemande, la tresse, Laetitia Colombani, c'est une écrivaine que tout le monde connaît. Elle est toujours, quand je suis à la librairie ici, il y a soit la tresse parmi les livres les plus vendus, ou l'autre, le livre Les Victorieuses, c'est son deuxième roman. Et l'idée, c'était vraiment de donner un peu de variété, pas seulement lire ce qui a le tampon bonne littérature, et on peut discuter de ça. Et c'était intéressant de comparer ses goûts. Il y avait des personnes qui ont dit « Ah, j'étais passionnée de cette histoire, je veux savoir comment ça finit. » C'est comme une nouvelle, parce qu'on veut savoir comment ça finit, cette histoire de cette femme. Et c'est ça aussi, le roman, il est très intéressant parce que c'est l'histoire de trois femmes qui vivent dans des régions très différentes dans le monde,
une femme vit en Italie, en Sicile, l'autre vit à Montréal et l'autre en Inde. Et d'une façon, ces trois histoires, elles vont faire une tresse. C'est pour ça que ce roman s'appelle La Tresse. Mais ça discute aussi de la condition de la femme, des difficultés de la femme, soit dans un pays comme le Canada, où la femme peut travailler et avoir une vie indépendante, soit en Inde, où la femme a vraiment très, très peu de droits, hein, ou de possibilités de changer la vie. C'est ça. Mais ça donne beaucoup de discussions. Je ne peux pas peut-être résumer dans cette rencontre, mais je vous invite vraiment à chercher ce livre. Ça vaut la peine. Ça a été une bonne discussion aussi au niveau parce qu'on était dans l'université et on discutait en best-seller. Et c'est un peu rare, non? Parce qu'il n'a pas, parfois, il y a beaucoup de préjugés aussi. On a, comme on a dit, un tampon. Ça, ce n'est pas la littérature. Alors, les débats étaient très, très riches parce qu'on a discuté ça. Qu'est-ce que c'est la littérature? Qui peut définir ce qui est des qualités, ce qui n'est pas des qualités, ce qui est littérature ou pas? Et bon, ça a été très, très, très bon d'avoir ce livre-là parmi les autres œuvres du cours. Porque não é o fato, eu vou falar em português, não é o fato de vender muito que torna um livro menor, que torna um livro menos... Então, o que é? Foi essa discussão? O que torna um livro... É porque existe todo um merchandising em torno desse livro, né? Ele vai virar livro, ele já foi premiado, aquele tipo de... Sim, mas o seu argumento é muito interessante, Ana. Realmente, porque vende é um livro que eu não posso ler, eu como estudante, né? Infelizmente, as pessoas criam esses limites. Até aqui eu posso, ali esses já, né? O que as pessoas vão achar de mim se eu falo que eu gosto desse tipo de leitura, né? O tipo de leitura que você fica... Não, esse daí não vale a pena. Mas tem coisas interessantes e, é claro, a gente também, eu acho assim, como pessoas que se interessam pela escrita, a gente também tem que testar, né? Assim como a gente prova comida, prova música, testar. Não gostei? Ninguém é obrigado a gostar, né? Assim, a gente também não estava lá só para festejar os livros, mas para falar, não gostei por causa disso. Então, nesse livro teve pessoas que falaram assim, odiei, não quero saber, que horror. E outras pessoas que falaram, me conta como termina, porque eu quero saber. Porque é esse tipo de história que chama você, né, para você não largar o livro até saber como vai terminar o destino dessas três mulheres, né? Isso veio dos alunos, né? Isso que foi interessante, porque não é que a gente apresentou como um best-seller, a gente deixava bem neutro, né? Dava os trechos, claro, deve ter um ou outro que pesquisa no Google e tal, mas essas impressões vinham dos alunos. Então eu me lembro de quem falou exatamente, eu acho que não gostei, porque parece clichê. Né, colocou e a gente até tentou aprofundar várias vezes quando isso surgia de julgamento de qualidade. Tá, mas o que você vê aqui que compromete a qualidade desse livro? Você não gostou, mas por quê? Né, para tentar justamente fomentar essa discussão. Mas vinha deles. E muitas vezes eles começavam também, isso que foi bastante interessante, né, do decorrer do curso, quando a gente já vinha apresentando entrevistas, né, outros tipos de materiais, e eles já vinham com a entrevista vista, né, eles já tinham feito uma pesquisa prévia antes do encontro. Isso também foi bastante interessante. Je peux faire un commentaire? Ah, pardon. Juste un commentaire. La littérature, en fait, toute cette liste de livres, d'écrivaines, on voit que c'est pas seulement un livre, c'est tout ça, c'est le début de plusieurs univers entrelacés. Donc, vous avez parlé du cinéma, de la chanson, de la BD, des débats. Donc, en fait, ça nous fait voyager. Voilà, à partir d'un livre, on apprend des choses, on voyage, on parle de soi. C'est une thérapie, quoi. Oui, c'est bien ça. Et je voulais juste rajouter qu'en France, en ce moment, les librairies sont considérées comme services essentiels. D'accord?
c'est comme les restaurants, mais la lecture, c'est essentiel pour avoir un bon... La santé mentale, hein, Voilà. ça c'est vraiment très important, très important. Et pour nous aussi, pendant le cours a été le semestre dernier, alors en pleine pandémie. Et ça a été très, très bien de pouvoir avoir cet espace de partage, de lecture, de penser à la littérature, penser à beaucoup d'autres choses que la pandémie. Et avoir un C'est très rendez-vous, important. hein. Avoir un rendez-vous parce que c'était une fois par semaine, le mercredi, et ça constituait quelque chose pendant la semaine. Il y a mon rythme, hein, le rythme de lecture, de discussion, de dossiers. Comme ça, on a vécu, et aussi les participants, ils ont pu aussi vivre, oui, quelque chose de fixe ou de déterminé dans cette réalité qui est encore toujours mouvante. Oui. Et quels sont les critères? On a parlé de la littérature, le livre pour vendre. Qu'est-ce que c'est une bonne littérature ou non? Quels sont les critères? Le langage de phrases bien construites. Vous avez mentionné que des clichés ne sont pas pour la bonne littérature. Bon, vous avez mentionné qu'en participant, dit que les clichés ne sont pas bienvenus. Donc, est-ce que tu peux dire quelque chose? Qu'est-ce que c'est la bonne littérature ou c'est tout subjectif? Bon, pour nous, c'était le plus important, c'était le plaisir de lire et l'expérience de lecture. C'était pas un cours de littérature, d'analyse comme on a dans un cours de lettres ou d'analyse critique. C'était pas ça le cas, et on n'avait pas seulement d'étudiants en lettres, on avait des personnes qui travaillent ou qui étudient ou qui sont dans d'autres domaines. On avait des gens de la pharmacie. Qu'est-ce qu'on avait d'autres? Relations internationales. En médecin aussi. Médecin. La question pour nous, c'était pas de juger. Bien sûr, le jugement, c'était le jugement personnel. Et ça, c'est intéressant de dire. Bien sûr, on peut regarder un film et moi, je parle avec d'autres personnes. Je dis, moi, j'ai pas aimé ce film. Mais moi, j'ai aimé. Et pourquoi tu as aimé? Et comme ça, on commence à argumenter. Peut-être on peut changer d'opinion ou pas. C'est pas le cas de faire convaincre les autres. Mais l'intéressant, c'était d'avoir ce moment-là où on pouvait échanger librement nos opinions, nos impressions. On jugeait aussi les couvertures. On avait aussi la possibilité de dire, par exemple, aussi pour la tresse, hein, cette couverture, c'est moche. La couverture de l'édition américaine est beaucoup plus belle. Pourquoi? Parce que ça me donne l'idée, et c'était comme ça qu'on travaillait. C'était ça notre point notre terrain de travail, et pas d'analyser une œuvre, le langage. C'était pas le contexte pour cela. Si quelqu'un veut dire quelque chose de complémentaire. Moi encore, pardon. Il y a plusieurs fois Tiziane qui a suggéré que ce cours devrait être présenté à nouveau, et je vais prendre ces guinches, comme on dit, pour dire qu'on a vraiment très envie, avec la PEMS, de pouvoir rendre possible ce cours en partenariat avec vous, les filles. J'espère qu'on pourrait en parler, et on pourrait demander à plus de participants s'ils seraient intéressés à participer. Bon, participer. D'accord, et on est très motivés. Tiziane est partie, je pense, elle est partie du chat, mais pour ceux qui nous écoutent, et c'est voilà l'idée, on plante la graine maintenant, qu'on a très envie de faire ça, oui. Voilà. Donc je laisse la parole aux autres. Elisa, moi je voulais dire une chose. Bon, tout d'abord, merci à la présentation des filles. Je crois que tout le monde s'est rendu compte
que c'est un groupe très solide, solidaire et qui s'entend très bien. Elle passait la semaine à s'échanger les extraits qui seraient lus. Moi, je ne pouvais jamais participer, c'était le jour de mes cours à l'université, donc j'étais toujours épuisée. Mais elle aussi, elle m'appelait le lendemain pour me raconter absolument tout ce qui s'était passé. Elles enregistraient. Bon. Je crois qu'il y a une question que j'aimerais bien, si on peut compléter, ou même si les filles peuvent en parler, c'est celle de Anne et de Raquel. Je crois que le problème du livre 13, c'est le contexte dans lequel il a été travaillé et ça a été un peu fait exprès. Les écrivaines qui sont venues avant ont un travail spécial avec le langage dans la mesure où plusieurs ont appris le français et l'ont adopté comme langue d'écriture. Donc, avant Laetitia Colombani, il y avait des gens qui ont non seulement souffert dans la vie, mais souffert aussi pour écrire et ont fait de l'écriture une expression profonde de soi, de cette souffrance. Et avec Colombani, on sent moins cela. Donc, il y a eu un choc. Je crois que c'est pourquoi il y a eu tant de... Si on avait commencé par cette dernière, par cet auteur, ou par le livre La Presse, le choc aurait été plus petit. Mais les étudiants, les participants venaient d'écritures assez sophistiquées, pas difficiles, mais où chaque mot compte, parce que chaque mot annonçait quelque chose ou dénonçait. Et en même temps, il n'y a pas eu d'analyse de texte. Je crois qu'Anna-Mel, elle a très bien dit, elles n'ont pas analysé les textes, mais il y avait une consigne importante. Les participants devraient s'exprimer en ayant le texte en main. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas dire n'importe quoi. Hein, ils ne pouvaient pas dire dans la presse, il y a des clichés. Où, elle demandait, où sont ces clichés? Est-ce que vous pourriez nous en montrer un? Ou est-ce que, qu'est-ce qui vous... Donc, c'était, et ça c'est quelque chose de très important, ça empêchait les délires, les rêveries, et vraiment une attache importante au texte, même si c'était un extrait. Ce qu'Élise a commenté, de faire voyager les participants par le moyen des BD, des films, des interviews, des listes de chansons, etc. C'était la base du travail de Lucille dans son doctorat, qui a eu pour but d'inviter les étudiants de lettres à découvrir des auteurs contemporains et à lire vraiment tout seul, pas tout seul, mais avoir l'envie de lire davantage. Donc c'était une façon de faciliter l'arrivée dans le livre, mais le livre a été très présent tout le temps. Donc ça fait un tout, c'est difficile d'en parler. Je suis la plus grande supporteuse de ces filles, de ces profs. J'aimerais beaucoup qu'elles fassent un cours, qu'elles fassent de nouveau, présentent de nouveau ce cours ou changent, qu'elles aient tout le temps des cours comme ça, des cercles. Mais je sais aussi que ça demande beaucoup de travail, mais j'espère que cette invitation de la FEMS vous ait encouragé à reprendre, parce que ça va être plus facile. Vous avez déjà tout lu, tout préparé, donc ça va pas être si difficile que la première fois. Christine, pardon de t'interrompre, mais pour ajouter ce que tu disais dans le côté du voyage, tu m'as rappelé un point, un détail très important, c'est que quand on voit des auteurs dans
divers pays qui utilisent la langue française comme une langue universelle, un petit peu comme si c'était la langue d'identité pour se défouler, pour parler de leurs souffrances. Et tout ça, c'est rassurant, même pour les Brésiliens qui apprennent le français, de se sentir comme s'ils partageaient avec la même langue d'autres conditions de vie, ou qu'ils apprenaient des histoires de vie d'autres personnes dans le monde. Donc, on se sent voyager aussi dans ce sens-là. Mais Christina, on va tout faire pour que ce cours se passe. Bon, je ne peux pas garantir comme ça, mais l'envie est tellement forte que j'ai envie de sauter sur ma chaise. Oui, je veux juste dire un grand merci à cette live parce qu'elle m'a fait découvrir Raquel Naveira. J'ai ouvert sur mon portable, et voilà, un site où il y a des auteurs et je viens de lire Bicho Esquisito, Oração, o Bem e o Mal. Donc voilà, vous avez diffusé son nom et voilà, je vais déjà acheter tout ce que je peux de cet auteur. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant, très enrichissant. Et en fait, ça nous a donné le goût, hein, finalement. C'était pour ouvrir l'appétit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se trouve dans ces romans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nous, surtout nous qui avons fait lettres français, hein, qui avons une formation comme quoi le roman et tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Donc, je remercie énormément, hein, et comme a dit Raquel aussi, c'est vrai que c'est intéressant à partir de maintenant d'aller acheter ces bouquins, d'aller se renseigner. Et nous savons que l'écriture française est très riche et très soignée. Je disais hier, je discutais avec mon mari justement sur les traductions et je lui ai dit, j'ai lu le Code da Vinci en français. C'était formidable. C'est 600 pages, c'est le double du portugais. C'est très long. Mais bon, c'est un best-seller, comme dit Anna. Hyper best-seller. Et j'adorais l'histoire. Bon, Harry Potter aussi. Une élève était passionnée de Harry Potter et insistait, Aline, il faut que tu lises, il faut que tu lises. Et elle m'a fait cadeau en français. Et je trouvais que c'était vraiment très, très divertissant. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui rentrent. Ça ouvre l'appétit. Hein. Bon, donc je remercie de tout le cœur de la FEMS, Lucilia, Michel, Anne-Amélie et Laetitia, pour nous avoir présenté toutes ces œuvres et tout cet univers que nous connaissions. Moi, particulièrement, je ne connaissais pas du tout. Vraiment, un grand, grand merci, comme dit Elisa. OK? Et si vous avez encore des commentaires, des suggestions, sinon je passerai la parole à Louise pour le tirage au sort. Seulement merci. Merci beaucoup. Oui, c'est un plaisir d'être ici avec vous et de pouvoir aussi discuter des choses qui étaient vraiment très, très intéressantes pendant le cours. Oui, merci Chris, Aline, Elisa et tout le monde qui est dans ce live-là pour avoir partagé avec nous aussi vos impressions. Et on espère aussi continuer ce travail et de trouver d'autres écrivaines, d'autres personnes qui écrivent partout en langue française. Nous allons en discuter après. Hein, Pardon, Michel. Oui, non, je voudrais dire merci seulement ça. Merci beaucoup à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Oui, je disais que nous allons encore en discuter à propos du format, mais c'est sûr que nous avons déjà, nous, du bureau, nous avons déjà des idées en tête, hein, comme par exemple 4 livres, un livre pour chacune. Ce sont des idées qu'on peut après discuter. D'accord? Merci à tous les participants qui viennent d'un peu partout, vous savez.
C'est bien, il y a des gens très proches. Il y a ma maîtresse de français, ma prof de l'université, mais nous avons aussi des participants de Ceará. Il y en a que je ne connais même pas, excusez-moi, Lilian, Jussara, né? Jussara, Patricia, et Denir, qui était en France, professeur de français ici à Campo Grande, je ne sais pas si toujours à Lille. Céline est en France aussi, Luana, je ne connais pas, mais nous vous acceptons volontiers, hein, venez faire partie de notre association, parce que la vie associative, ce n'est pas que contribuer, payer pour avoir une carte, il y a cet esprit, il est plus clair dans des pays où ça existe, par exemple comme en France, n'est-ce pas? J'avais une amie en France qui elle faisait partie de plusieurs associations pour les chiens, pour les animaux. C'était très mignon, enfin bon. Mais c'est l'idée de partager d'une même idée, d'un même idéal, surtout. D'accord? Donc, nous vous invitons. Merci à mes collègues du bureau. Merci beaucoup. Elisa, avec ses idées, toujours. Elisa est vraiment empreendedora dans la FEMS. Hein? Elle a plusieurs idées. Luciane aussi, qui s'y met à fond dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour toute la partie du partage, de la diffusion. Hein. Luciane qui organise elle aussi des lives, elle en a déjà fait avec des personnalités et nous allons en avoir aussi cette année. Hein. Bon, Anna, notre trésorière, très fidèle, très fidèle. Elle aguenta beaucoup de choses de l'association, mais bon, ça fait partie. Et messieurs, Aloïsio, je te passe la parole hein, pour le tirage au sort. Tu vas faire comment? Tu vas faire tout de suite? Tu veux partager, c'est ça? Ok. Voilà, je partage. Bon, bonsoir à toutes et à tous. On va partager. Ici, vous avez le tirage au sort en ligne, plouf. J'ai 5 noms de gens qui sont présents à cette vidéoconférence et qui sont aussi associés de la PFEMS. Je crois que Mauro Perdomo n'est pas là, n'est-ce pas? Oui, il n'est pas là. D'accord, donc je vais. Et Fernanda Macarios aussi, elle n'est pas là, je crois, parce qu'elle a été inscrite. Donc, nous avons 3 qui sont en même temps associés de la PFEMS et qui sont là, qui participent à cette vidéoconférence, d'accord? Donc, je vais... c'est d'accord, la présidente? La présidente Aline, est-ce que je peux faire un tirage au sort? Oui. D'accord. Maintenant, on va faire... Et la gagnante, c'est... Não tem. Voilà. Ah, Clarissa! Félicitations, Clarissa. Estava torcendo aqui para ganhar. Merci beaucoup. Ah, c'est coquille. Clarissa, c'est notre ancienne secrétaire. Hein? Elle nous manque beaucoup. Aussi. Oui, Elisa? Non, pardon, je disais juste, j'allais dire la même chose que Clarisse, elle participait de la FEMS au dernier mandat. Et voilà, exactement ce que tu as dit, Aline, elle nous manque. Et voilà. Vous me manquez. Bravo, Clarissa. Merci. Alors, peut-être je peux dire un mot sur le livre. Ça parle d'une nounou et des relations... je ne sais pas si je vais trop en parler, mais... C'est un peu fort, je pense. Voilà, c'est un livre qui commence avec un drame. Je ne sais plus, c'est Michel ou c'est Laetitia qui a parlé, ou c'est qui a parlé de ce livre dans le cours de vous 4? Oui, c'était moi. Ah, voilà. Tu veux faire juste une synopsis, enfin, pas un synopsis, mais un petit résumé sans trop dire de quoi ça parle? Oui, c'est difficile en fait. En fait, la scène du départ qui est très polémique, très forte, très choquante, l'autrice même l'a diffusée dans toutes les interviews et tout ça. Mais en ligne générale, je dirais que c'est un livre qui porte sur la relation
d'une femme qui veut changer sa vie, qui veut commencer à travailler, mais a des enfants, enfin tous les défis que nous, les femmes, affrontons aujourd'hui, le travail, la vie domestique, et elle embauche une nounou qui va commencer à jouer un rôle central dans sa vie, et cette relation a les frontières brisées. Et enfin, on accompagne, mais c'est une histoire un peu à l'inverse, donc on a déjà le choc et après on accompagne le processus. Oui, le pourquoi, exact. C'est difficile de parler sans trop dire. Et un dernier détail, vous avez remarqué que la couverture du livre que j'ai dans les mains est différente de celle que vous avez présentée et que j'ai vue qui est... donc ça aussi, ça pourrait être intéressant. Je laisse comme on m'a dit pour le cours que sûrement, très certainement, on va donner dans les prochains jours à venir. Si on en parlera, je ne sais pas. Mais voilà. Hein? Enfin bon, voilà. C'était mon dernier mot. Merci à tous, à toutes. Aline, si tu veux dire quelque chose pour terminer. Pour terminer. Bon, après tout ça, donc je vous remercie de votre présence et j'espère vraiment pouvoir compter avec vous pour une prochaine fois. Donc, les filles de la Suisse, de São Paulo, hein, pensez déjà à des idées et nous allons certainement entrer en contact avec vous. Encore merci à la présence de toutes ces personnalités, hein, professeur Cristina, Raquel Naveira. C'était vraiment un honneur pour nous de vous avoir ici. Merci, pas mal Aline, merci. Au revoir. Et Cristina, Raquel, Cristina a complimenté tes poèmes, donc elle est très curieuse, elle a déjà jeté un coup d'œil sur les poèmes. C'est vrai que ce sont des joyaux, des poèmes de Raquel Naveira. C'est très, très beau. C'est une tailleuse des mots. Merci, merci Aline. Je parlerai avec Cristina. Merci Cristina aussi. Au revoir. Une prochaine opportunité. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Passez une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. C'est agréable. Au revoir à tous. Oh, la femme. Merci. J'ai fait des photos. Hein. Oui. Allez. Bravo. Merci. Larissa, tu as eu de la chance, hein? C'est pas mal. Quero saber como que eu vou pegar o livro. Pois é, tomar um café. Estou de quarentena ainda. Guarda para mim, tá bom? Clarice, está na minha casa. Eu vou levar até você pessoalmente quando terminar essa quarentena. Pode ler primeiro, tá, Elisa? Eu deixo você ler primeiro, depois eu leio. Vamos passar para cada um. Se vocês quiserem ler, eu empresto, tá? Obrigada, Clarice. Merci. Très gentil. Ainda tem três participantes que eu particularmente não conheço e fiquei curiosa em saber como que vocês ficaram sabendo e o interesse pela língua e como que nos próximos eventos a gente pode divulgar para vocês para que vocês participem novamente. Oi. Eu me chamo Fracinias. Eu estou aqui no interior do Ceará. Eu moro em Fortaleza, mas estou no interior trabalhando. E ficou sabendo... eu faço curso de letras lá na UES, em Fortaleza. E a minha professora me mandou pelo WhatsApp o folder. Legal. E se você quiser meu e-mail ou meu número do WhatsApp, eu dou. Se eu puder colocar teu e-mail aqui no... Aparece o e-mail aí? Tá no nosso... Tá lá, Ana. Ele enviou um e-mail para a gente. Tá.
Ah, tá joia, tá joia. Ele perguntou, eu disse, Francinias, né? Francinias, é mais fácil, como você não é associado, a gente não tem como te encontrar, né? Então, é mais fácil você acompanhar as redes sociais, né? É o Instagram, É o Instagram. Porque o Instagram, quando a gente abre, aparece aquele monte de coisa lá, né? Umas coisas que a gente é forçado a ver. Bom, mas talvez a gente possa depois colocar o teu e-mail quando for divulgar evento, a gente coloca teu e-mail na divulgação de eventos também. Sim. Pode ficar à vontade para usar o e-mail. Patrícia, aparece aqui o nome para mim, Patrícia Isabel. Ela tá com o microfone mudo. Às vezes ou bloqueou, a pessoa desligou e foi, né? Desligou o som e foi. Luana ainda tá aí ou não? Luana parece que não. Tá bom. Então tá. Jussana da Guerra. Jussana, deixa eu ver aqui para não perder na coisa. Porto Alegre. A Lilian, acho que é daqui, né? Mas eu não me lembro. Será que é aquela Lilian que foi aluna da Aliança um tempão? Depois... dá para ver, gente, no formulário pelo DDD. Então, tá bom, pessoal. Um abraço, bom fim de tarde, bom descanso. A Celine, só um minutinho. A Celine falou que foi muito legal e que todas elas falam... Elas, eu imagino, todos, né, os participantes, falam muito bem francês. Parabéns, viu? Foi uma live muito legal. Pena que não teve tanta gente aqui de Campo Grande, né? Mas eu noto que live é assim, porque você tem que estar naquela hora no lugar, né? Tem que ter então não enche muito, né? Não enche mesmo, tem que... Mas você gravou, depois você vai mandar, né, Aline, para a associação. Ainda tá gravando. Você pode mandar. Ainda tá gravando, vai ter que editar esse papo final. Não, aí edita.